peu de résumé par rapport à ce qu'on a parlé hier, c'est que Herzl opère durant sa vie 2 révolutions en fait. Il y a une révolution face à la question juive. Quelle relation avoir avec la question juive, avec l'antisémitisme? Comment penser le rapport juif-non juif? Jusqu'à présent, et encore aujourd'hui même dans l'époque moderne où nous sommes, la posture judaïque, c'est de se sentir attaqué et donc chercher simplement à se défendre. On se sent victime d'antisémitisme, d'animosité vis-à-vis des non-juifs de l'extérieur. Donc, nous avons l'impression d'être agressés, nous sommes des gentils, fondamentalement. Donc, nous n'avons qu'un moyen, comme nous sommes faibles à ce niveau-là, nous avons qu'un moyen, c'est de créer en politique, d'essayer de s'imposer, de créer ce qu'on appelle lutte contre l'antisémitisme pour s'en protéger. Mais fondamentalement, ça reste toujours une faiblesse que le juif a et qu'on aura. La communauté juive est susceptible d'être tout le temps agressée, tout le temps attaquée. Le juif a en ça une faiblesse mentale ou psychologique ou spirituelle qui fait qu'il est vulnérable, d'une vulnérabilité qui est presque inarrangeable, insoignable. Herzl révolutionne cette idée dans le sens où il est en train de dire c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout de penser que nous sommes maudits d'une malédiction qui ne pourra pas être résorbée, qui ne pourra pas du tout s'arranger. C'est faux. En fait, il faut inverser le positionnement. Il faut réfléchir à la question juive par rapport aux non-juifs. C'est-à-dire il faut mettre en primauté, en priorité, l'antisémite. Voilà toute la différence et tout le changement que Herzl il opère par rapport à la vision traditionnelle, au rapport traditionnel avec la question juive, avec l'antisémitisme. Pour Herzl, il ne faut plus simplement se sentir victime de quelque chose d'injuste et chercher à s'en protéger, mais il faut réfléchir sur les causes de l'antisémitisme. C'est-à-dire que Herzl il est déjà en train d'établir l'idée que si on est antisémitisé, si on est haï, c'est forcément qu'il y a une raison. Voilà toute la nouveauté première que Herzl établit. Et pourquoi il établit ça? Parce que Herzl, il a un fonctionnement différent. Herzl, il s'est ouvert aux non-juifs tellement il idéalise le non-juif, c'est que il intègre le non-juif et il en fait une réalité officielle. Voilà. Alors que nous sommes juifs et nous imaginons que le monde extérieur, il est étranger à nous et qu'il y a comme des gens, des lions autour de nous, des gens avec une barbarie sauvage qui veulent nous agresser. Alors Herzl, pas du tout. Herzl, comme il idéalise l'homme occidental, l'homme goy, il voit dans ça un homme réfléchi, un homme cultivé, un homme bon et bien. Donc il se dit, si nous créons de l'antisémitisme, le problème il est chez nous en fait. C'est à nous de réfléchir qu'est-ce que nous causons, pourquoi nous sommes une source qui crée chez eux de l'animosité et qui nous renvoie ça par une haine et par des problèmes qui s'appellent l'antisémitisme. Donc Herzl en fait, il réfléchit non pas dans la tête des juifs et dans le cœur du juif, mais il réfléchit dans la tête par rapport à la tête du goy et à la tête du non-juif. Il met ça en priorité. Voilà, la priorité c'est le non-juif. Si le non-juif, si le chrétien ou l'ancien chrétien nous haït, c'est qu'il a raison en fait. C'est forcément qu'il a raison, c'est forcément qu'il y a quelque chose chez nous de mauvais. Quelque chose qu'il faut arranger. Voilà. Donc ça, c'est la première révolution face à la question juive que Herzl il opère. Herzl il change le mode relationnel. Il ne faut plus penser la question juive que par rapport à soi, comme se croyant victime de quelque chose d'injuste et d'irrationnel, mais il faut au contraire rentrer dans la tête du goy et considérer son sentiment d'animosité comme premier. C'est lui qui est premier, c'est lui qui est vrai. Voilà. Après, c'est nous qui voulons nous demander pourquoi nous, par rapport à lui, nous créons de la haine. Donc, Herzl, il est dans une telle ouverture, une telle ascala, une telle époque, une telle volonté d'assimilation. C'est qu'il ne prend pas le goy comme un débile ou comme un sauvage ou comme quelqu'un de méchant. Il le voit comme quelqu'un d'être humain, autant humain que nous, et même plus. Puisqu'il est même plus, il incarne l'être humain parfait. Auquel le juif, au contraire, c'est lui qui veut aller muter, qui veut s'assimiler à lui, qui veut adopter ses vertus. Donc c'est lui qui a raison, forcément. Et donc il faut réfléchir à l'antisémitisme, la question juste par rapport à l'antisémitisme.
une fois qu'on a établi comme réalité première l'antisémitisme comme une réalité qui est ni bonne ni mauvaise, qui est objective, mais qui a son plein sens, qui est véridique, puisque le goy ressent l'antisémitisme. Donc c'est nous qui sommes en faiblesse, c'est nous qui sommes en second, et c'est nous qui devons nous poser la question pourquoi nous sommes haïs. Et sur ce, Herzl trouve les raisons. Herzl trouve les raisons qui fait que le juif a des comportements antisociaux, des mauvais caractères qu'il a acquis dans le ghetto, et qui fait qu'il crée de l'animosité chez le non-juif. Et c'est aux juifs en fait de s'améliorer pour solutionner la question juive. Voilà la première étape de la vie de Herzl, la première révolution qu'il opère au sein de la question juive. Cependant, cette révolution qu'Herzl opère, qui est en vérité l'accomplissement même le plus ultime de la scala des lumières de l'assimilation, de l'intégration du goy et en lui, c'est vraiment le goy, il l'a intégré en lui, et il est capable de lui-même ressentir ce que c'est l'antisémitisme et comprendre en lui-même ces deux identités. Il a à la fois l'identité goy antisémite et à la fois l'identité juive faible, sensible. Donc Herzl comprend très bien ce que c'est l'antisémitisme parce qu'il est même capable lui-même d'avoir de l'antisémitisme tellement il a intégré le goy, tellement il idéalise comme l'homme idéal, l'homme parfait. Donc la solution à ce niveau-là pour Herzl, c'est tout simplement de ne pas être le juif que les antisémites pointent du doigt, ne pas être un Rothschild, ne pas être quelqu'un qui est un parasite de l'argent, un parasite de la société. Voilà. Donc, le juif a la capacité en regardant ce que c'est les non-juifs, a la capacité de modifier cet art psychologique que le ghetto lui a apporté et qui finalement qui va s'adapter à la société occidentale. La deuxième étape de la vie d'Herzl, c'est quoi? C'est qu'il se rend compte que son idée, que sa compréhension de la question juive, qui reste vraie, n'est pas réalisable. Et s'il n'est pas réalisable, ça veut dire qu'au final, tout le projet révolutionnaire, tout le désir de la Scala des Lumières, depuis Moshe Mendelssohn, etc., tous les juifs ashkénazes qui ont voulu penser que la messianité se trouverait dans la République française, dans l'Europe, au sein de notre frère Esav, au sein des nations, ben en fait, il dit impossible. On se trompe. Pourquoi on se trompe? Parce qu'il a dit le non-juif, c'est-à-dire le non-NOM, le non-juif que nous avons, que nous portons, on aura beau s'intégrer au mur, on aura beau être le juif le plus assimilé, le plus intégré à la société française, allemande, ce que l'on veut, le nom que nous portons, qui est le non-juif, nous portera toujours préjudice, sans réfléchir. Pourquoi? Sans réfléchir quelle est la raison? C'est simplement parce que de toute façon, comme on a dit auparavant, c'est le non-juif qui a raison. Si le non-juif est antisémite, comme c'est vers lui que nous voulons tendre, donc c'est lui forcément, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a raison. Donc pour Herzl, l'affaire Dreyfus, où on voit bien le prototype même d'un juif tellement assimilé, qui est dans l'armée, qui a un rang élevé de l'armée, et qui se fait accuser injustement parce qu'il est juif, en tout cas comme ça l'a ressenti et l'a exprimé le général Dreyfus, quand il partait en exil, alors c'en est la preuve pour Herzl que son modèle à lui, ce que lui idéalise, ce que lui cherche à être, c'est-à-dire le juif totalement fondu et devenu goy, ça ne marchera pas. Parce que tant qu'il s'appellera Théodore Herzl, il sera toujours susceptible et vulnérable d'être agressé injustement parce qu'il est simplement juif. Comme si que la race juive, parce qu'il est de la race juive, biologiquement il est de la race juive. Voilà. Et ça, Herzl, il comprend que l'antisémitisme a un côté, fondamentalement, il est rationnel, il est tout à fait rationnel, mais il s'étend, il prend des proportions injustes et irrationnelles, c'est-à-dire que ça va aller attaquer des gens qui n'ont rien à leur reprocher, puisqu'ils sont totalement assimilés. Et donc l'antisémitisme est une puissance au sein de la société des non-juifs, de Esav, de l'Occident, du goy occidental. C'est une puissance qu'ils ont face aux juifs. Le juif, il a une faiblesse mentale, une faiblesse psychologique, une faiblesse héritée, et c'est sa plus grande faiblesse, c'est qu'il très facilement, il est agressable, on peut le haïr. Pour n'importe quelle situation, on pourra toujours trouver quelque chose et dire les juifs ils ont fait ci, les juifs ils ont fait ça. On peut rendre la juiverie, on peut rendre le non-juif, la judaïté, on peut faire du juif un coupable éternel. Voilà.
Ça, Herzl, il le comprend, que même on aura acquis toutes les vertus des non-juifs, du goy chrétien, on se sera totalement devenu comme lui. Tant qu'on saura qu'on est juif, tant qu'on portera un non-juif ou quelque chose de juif en nous, et bien le juif, il sera toujours vulnérable, il sera toujours susceptible d'être antisémitisé, victime de l'antisémitisme. Parce que le non-juif NOM a tellement pris une symbolique sataniste, une symbolique du diable au sein de l'héritage traditionnel, et même à cause des juifs que lui haïr, que prétend haïr, comme c'est le Rothschild, qui à cause d'eux nous cause la misère de l'antisémitisme au sein du peuple pauvre, au sein de la masse juive moyenne, classe moyenne et pauvre. D'accord? Alors ce sera un changement. À partir de là, Herzl il fait un bond en avant. Il fait un pas, sort complètement de la judaïté. Il fait un pas que personne n'a fait jusqu'à présent. Il se dit, si l'antisémitisme il sera toujours une force de puissance dominante au sein des nations, au sein de l'Occident, et que même si nous nous améliorons, ils garderont l'antisémitisme, ça veut dire que l'antisémitisme, il est une puissance en soi que le goy a sur le juif, et que pour rien au monde, il ne l'abandonnera. Il ne pourra pas abandonner l'antisémitisme, même si le juif se façonne comme le goy totalement. L'antisémitisme est une jouissance, est une puissance qu'ils ont pour dominer, qui en fait, grâce à l'antisémitisme, ils arrivent à dominer les juifs. Le juif, il est dominé, il a une faiblesse très très forte psychologique qui s'appelle l'antisémitisme. Et l'antisémitisme, en fait, est une force de domination, est une force de pouvoir de la part de Esav, du non-juif occidental, contre le juif. Voilà ce que Herzl arrive à saisir, au final, à conclure, c'est que le juif sera toujours, il aura toujours la faiblesse, la victimisation antisémite, bien qu'il se soit amélioré, bien qu'il se soit façonné et intégré, et devenu, acquis toutes les bonnes vertus, goy, et qu'il en ait toutes les tares que les antisémites prétendent aux juifs. Alors, si c'est ainsi, il n'y a plus moyen en fait d'arranger la question juive. Il n'y a plus moyen d'imaginer que l'Europe est pour nous la messénité. L'Europe est pour nous le lieu par excellence où nous pouvons trouver notre bonheur, notre patrie, en simplement nous intégrant, en nous améliorant et en acquérissant toutes les bonnes caractéristiques des goy. Même si on sera comme ça, tant que la race juive existera au sein des nations, tant que le non-juif sera porteur, on aura un non-juif maudit sur notre front, où on sera toujours victime potentiellement. L'antisémitisme est une force qu'ils ont, qui garderont tout le temps. Et nous serons toujours en faiblesse face à ça. Puisque les juifs seront toujours en faiblesse face à l'antisémitisme, et eux garderont la main haute et le pouvoir avec cette animosité d'antisémitisme contre les juifs, Herzl ne voit plus d'autre choix. C'est soit il revient à sa judaïté, c'est-à-dire qu'il revient à un stade antérieur, il se dit, en fait, forcément, je suis juif, donc en fait, il prend une position fataliste. Fatalement, je suis juif, donc je suis une victime éternelle, j'ai pas d'autre solution que de souffrir d'antisémitisme. Et rester en Europe, et d'arriver, de souffrir, et de même sans aucune raison, toujours pouvoir être victimisé, et jusqu'à même peut-être en arriver à l'histoire de Hitler et la Shoah. Herzl, pas du tout. Herzl, il veut pas rester la victime juive, pas du tout. Donc si l'antisémitisme est une puissance inaltérable et irrationnelle et tout ce qu'on veut, eh bien, Herzl, il balance complètement, il bifurque, il fait un pas dans l'antisémitisme radical. Ça n'a pas de sens, tout à fait, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens de haïr des gens qui ont les mêmes comportements, ils se comportent aussi bien que les non-juifs, ils ne font aucun mal dans la société, ça n'a aucun sens de les haïr. Et pourtant, cette haine existera toujours. Si c'est comme ça, Herzl il laisse tomber la judaïté victimaire. Comme il a déjà intégré le goy en lui antisémite, et bien lui, il se range maintenant, il devient antisémite. Et non pas qu'il devient antisémite parce qu'en fait, réellement, il ressent l'antisémitisme contre lui-même. Voilà l'erreur que je pense que beaucoup de gens peuvent faire sur Herzl, on peut beaucoup se tromper sur ça. Herzl n'a pas, à ce moment-là, Herzl n'a pas une haine de soi. C'est pas qu'il fait un pas dans la haine de soi encore plus fort. Ce n'est pas que concluant que l'antisémitisme est une force inaltérable et éternelle, alors il devient lui-même antisémite contre lui-même.
Non, parce que Herzl n'a pas d'intérêt à être antisémite contre lui-même, parce qu'il croit que l'antisémitisme qu'il y a entre lui-même, il le considérait que parce qu'il pensait avoir lui des défauts, et que s'il s'améliorait, s'il devenait comme le goy avec toutes les vertus du goy, il ne serait pas haï. Le rêve de Herzl, c'est pas d'être antisémite, d'être haï par le goy, d'être toujours antisémitisé. Le rêve de Herzl, c'est il croit vraiment, sa croyance, c'est qu'il peut être aimé du goy, du non-juif occidental. Et que l'antisémitisme est à entendre, parce que grâce à l'antisémitisme, on nous dit nos défauts, et en changeant nos défauts, on pourra être intégré. Herzl, son rêve, c'est d'être aimé, d'être intégré, de, de, de ne plus suivre l'antisémitisme, de pouvoir être intégré comme un goy totalement, sans aucune discrimination, victimisation. Alors quand Herzl se rend compte et arrive à la conclusion qu'il y aura toujours l'antisémitisme, bien que même si moi Herzl, je deviens le goy plus parfait, le fait que je m'appelle Herzl, je serai toujours potentiellement victime d'antisémitisme. Donc Herzl, il laisse tomber la judaïté en fait. Il dit c'est mort. Le juif, il sera toujours antisémitisé. Donc lui, là, il y a un nouveau stade chez Herzl, il passe un cap de plus. Il laisse tomber les juifs en fait. Il dit, il n'y a pas moyen. Le peuple juif, il est toujours victimaire, et c'est une faiblesse qu'il a, une faiblesse mentale et même politique. Finalement, c'est politique. Politiquement, il y aura toujours une puissance pour domination contre les juifs avec cette faiblesse psychologique qui s'appelle l'antisémitisme. Donc Herzl, il ne participe plus à partir de là à l'histoire du peuple juif en tant que collectivité de la masse. Il a un ressenti intérieur qui le fait abandonner la masse juive. Il ne participe parce que la masse juive, elle est toujours dans une position de victime, de faiblesse juive, de faiblesse sensible, qui toujours est susceptible d'être haïe. Alors lui, Herzl, il voit que la force dominante, c'est l'antisémitisme. Qu'est-ce qu'il fait Herzl? Il bifurque. Il se dit, il n'y a plus moyen. Puisqu'il n'y a plus moyen d'être aimé du goy, donc en fait, il faut être antisémite en fait. Voilà. Seulement si tu ranges du côté de l'antisémitisme, seulement si tu te ranges du côté de l'antisémitisme irrationnel, l'antisémitisme du pouvoir, alors là tu sors de la victimisation. Voilà. En fait, Herzl arrive à un stade très simple, à un stade binaire où en fait tu as le fort et le faible. Le fort c'est l'antisémite, le faible c'est le juif. Et ça restera tout le temps. Même si le juif il s'est conformé au fort au faible. Donc Herzl dit, moi je veux pas rester dans le faible. Moi je veux pas rester dans le faible pour rester faible et être victime et ne pas être aimé. Moi mon rêve c'est d'être aimé. Donc qu'est-ce qu'il fait Herzl? Il passe du côté du fort. Là il y a un phénomène qui se passe chez Herzl, c'est là la révolution la plus importante de l'histoire de l'exil juif. C'est la première fois où un juif en fait, c'est la première fois où un juif de la communauté, il va s'élever spirituellement, mentalement, psychologiquement, il va sortir de la masse. Mais pas pour sortir et pour la quitter, comme les Rothschild et comme les autres juifs qui sont enrichis, qui en fait ont quitté la communauté d'origine pauvre et qui ont s'enrichi pour devenir une classe supérieure et entrer dans la classe bourgeoise des non-juifs en laissant tomber leur origine. Pas du tout. Lui, il s'élève au-dessus, il quitte le mental, il quitte le mental de la communauté, tout l'esprit, toute la mentalité, toute la psychologie qui fait la mentalité juive, il arrive à en sortir. Et vers qui il se range? Il se range dans le côté goy. Il prend la posture antisémite, il laisse tomber la victimisation juive, et il se range des gens qui sont antisémites, comme ceux qui ont accusé le général Dreyfus. Et là, Herzl, il a une expérience qui vit en lui que personne n'a vécu jusqu'à présent. C'est qu'il est en train de vivre un sentiment de pouvoir, un sentiment de puissance qu'aucun juif n'a. Puisque tout juif, il a beau même s'enrichir, monter dans la société, avoir une liberté de travail, etc. Il croit que la vie, la société peut lui proposer une sorte de paradis terrestre. Il peut trouver son bonheur sur Terre, au sein des sociétés occidentales européennes. Mais au bout du chemin, il y aura toujours quelque chose qui pourra toujours lui retourner contre la tête, c'est l'antisémitisme. Et ça, c'est fatal. Il peut en arriver à être agressé, même tué. Alors lui, Herzl, il est plus dans le côté juif. Ça y est, il s'est rangé avec l'antisémitisme. Herzl ressent que lorsqu'il a abandonné, il ne cherche plus à résoudre en lui la sensibilité juive qui est en lui. Il ne cherche plus à lui faire plaisir. Il ne cherche plus à la faire aimer de la part non-juive qui est en lui face au goy. Il ne cherche plus à la faire aimer. Mais il se range du côté du non-juif. Il sent qu'il a un sentiment de puissance qu'aucun juif n'a. Parce que maintenant, il est plus victime. Il est sorti de la victimisation.
il sent qu'il est sorti, que lui, il participe. Lui, il est plus attaquable. Lui, il a beau avoir le non-juif, mais mentalement, au niveau de l'esprit, il a réussi à se positionner du côté des vrais antisémites, du côté du non-juif qui, pour force de pouvoir, par force de pouvoir politique, ils auront toujours la force antisémite pour dominer la masse juive. Et bien exactement ça. Herzl, il s'est rangé du côté des antisémites. Et là, il sent en lui et il perçoit le clivage qui existe entre l'antisémite et la masse juive. Il a beau être juif de nom, mais au niveau de l'âme, au niveau du cœur, au niveau de la tête, il s'est positionné, il a réussi à se positionner, à se mettre dans la posture du goy. Il a abandonné la juiverie, la judaïté qui est en lui faible, sensible et victime. Il ne cherche plus à lui faire plaisir, il ne cherche plus à trouver, à la guérir. Il ne cherche pas à la guérir. Il la laisse abandonner, il la laisse mourir. Pour lui, c'est une entité qui est perdue et déchue. Donc, perdu pour perdu, il se range. Il se range de ceux qui ont la haine gratuite contre les juifs. Et quand il fait ça, il voit qu'il a une puissance, qu'il n'est plus le juif faible. Tout d'un coup, il se sent puissant. Et quelle puissance c'est ? C'est la puissance des gens du pouvoir. C'est la puissance de tous des goïms, des véritables gens qui ont un pouvoir terrestre, un pouvoir politique. Herzl expérimente en lui le pouvoir politique que c'est l'antisémitisme, la force antisémite contre les juifs. C'est pour ça que grâce à l'antisémitisme, et grâce au pas que Herzl a fait dans l'antisémitisme, qu'il a bifurqué totalement, qui s'est positionné totalement dans le côté antisémite, en abandonnant, en laissant mourir en lui cette part juif faible qui cherche à être soigné, eh ben, il ressent une puissance, il se sent maintenant au-dessus du juif. Comme il a un non-juif et comme il vient de la communauté juive, c'est la première fois de l'histoire où un juif se sent au-dessus, s'élève au-dessus de la masse et a une conscience du pouvoir, a une conscience qui le met au-dessus comme un roi, comme quelqu'un qui est comme un homme politique, comme un dominateur. Et à partir de maintenant, Herzl, il a quelque chose de plus que toute la masse juive, il se sent plus fort qu'eux, et grâce à cela, il a la capacité de se retourner maintenant, d'être le leader, d'être le dominateur de toute la masse juive. Herzl a saisi, a expérimenté en lui la puissance que c'est politique, que c'est l'antisémitisme, quand on est juste antisémite, sans chercher du tout à être un faux antisémite, plutôt à considérer l'antisémitisme pour soigner sa judaïté. Pas du tout. Quand on ne s'intéresse pas à la judaïté, le but c'est pas de l'améliorer du tout. Ça n'a pas de but. Le but c'est pas d'améliorer la judaïté. On cherche pas que les juifs deviennent des gens meilleurs. C'est pas le but de l'antisémitisme. Le but de l'antisémitisme c'est simplement d'utiliser cette force de pouvoir, cette force que le goy a, qui le met au-dessus du juif, parce que le juif a une faiblesse mentale qui fait qu'il sera toujours victime, qu'il est potentiellement toujours victimisé, rendu coupable. Pour le fait que le juif peut toujours être rendu coupable gratuitement, ça c'est une puissance, c'est une main haute que le goy a, et que Herzl l'a saisi parce qu'il s'est totalement rangé de son côté, il a totalement abandonné sa judaïté faible, malade qui est en lui, et maintenant il ressent qu'est-ce que c'est le pouvoir de l'antisémitisme. À partir de là, Herzl participe, et là c'est très important à comprendre ça. Herzl, il a le sentiment que maintenant il participe aux gens, il a tout d'un coup saisi mentalement qu'est-ce que c'est le pouvoir. Voilà comment en fait un personnage qui à la base n'était rien, comme j'ai expliqué, c'était un journaliste Herzl. C'était un gars de la classe moyenne. Au contraire, il laïssait, soi-disant il était antisémite contre les juifs d'argent, contre les Rothschild. Mais en fait son antisémitisme, c'était simplement sa haine des gens du pouvoir juif qui nous causait à nous les gens simples dans la société de ne pas pouvoir être intégrés. Okay. Et en fait, toute cette antisémitisme, toute cette haine des gens juifs qui ont du pouvoir dans la société et qui nous cause à nous, soi-disant aux gens faibles, de ne pas pouvoir être aimés du non-juif, à présent, Herzl accède au pouvoir par l'antisémitisme même. C'est la force antisémite. Tellement il a été sensible. Herzl, c'est le personnage juif que tellement l'antisémitisme l'a atteint, tellement il a cherché la solution. Bon, évidemment, il est arrivé à la conclusion, en fait, il n'y a pas de solution. Et s'il n'y a pas de solution, t'as soit le faible qui va rester malade à vie et mourir, ou toi, soit t'as le fort qui lui va vivre. Lui peut vivre et il sera toujours fort. Et bien Herzl, il passe du côté du fort. Et quand il se passe du côté du fort, il rentre, lui aussi, il accède à un pouvoir. Le pouvoir de l'antisémitisme, le pouvoir d'être un leader, le pouvoir d'être un cerveau capable de se retourner en dominateur contre la masse. À partir de là, Herzl, il participe, il saisit ce que c'est les gens de pouvoir. Et vous allez voir que l'histoire, si vous prenez l'histoire de Herzl, c'est carné
il bâtissait des relations en l'espace de même pas en quelques années, parce que Herzl est mort très jeune, je crois 44 ans il est mort. Son affaire de sionisme, ça commence à 35 ans, il est très jeune. Et bien Herzl, en 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans de sa vie, l'État d'Israël va être créé. C'est une folie inimaginable. Comment, en 8 ans de sa vie, il a pu devenir le premier personnage politique juif de la communauté, qui a réussi à se penser, à s'élever au-dessus de la masse, et à créer un État. Et pour créer l'État, évidemment, il peut pas, il est rien lui, mais ce sont les gens de pouvoir. Parce que Herzl, une fois qu'il est devenu un homme de pouvoir, un homme politique, au niveau mental, au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, il est devenu déjà un homme. Herzl est devenu déjà un homme politique avant d'être réellement le créateur d'Israël. Il est homme politique parce qu'il a réussi à comprendre comment on peut dominer les Juifs. Une fois qu'il domine les Juifs par son mental, à partir de là, il saisit la force, il saisit les gens de pouvoir, que eux aussi, l'ingrédient qu'ils ont, qui fait l'ingrédient mental et de l'âme qu'ils ont, qui fait qu'ils sont des gens de pouvoir. Donc Herzl est devenu un homme de pouvoir. À partir de là, très rapidement, il tisse des relations. Bismarck, Hirsch, le pape, plein de personnages. Il arrive à très vite à créer les relations et à aller parler pour son projet et à s'imposer et à avoir du caractère. Il a une confiance en lui qui fait que c'est ça qui va le faire réussir. Et très intéressant, un phénomène très intéressant, comme en fait Herzl, qui haïssait les Rothschild, soi-disant, qui haïssait les Rothschild, officiellement. Tout son parcours, il était bloqué par un problème, c'est que tout revenait aux Rothschild. Tout le monde lui disait, tu dois aller vers les Rothschild, c'est seulement eux qui pourront t'aider pour l'argent. S'il n'y a pas Rothschild, ça ne pourra pas marcher le projet. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. À bout d'un moment, son projet allait capoter. À cause des Rothschild, parce que Rothschild ne voulait pas du tout entendre parler de ce sionisme. Pour lui, c'était un délire utopique. Rothschild a dit que lui, il se sentait anglais ou français, il n'avait rien à voir. Pour lui, il était partisan de l'Europe, parce qu'évidemment, c'était là où il s'est enrichi. Il a fallu qu'Herzl, il lui rende dedans, qu'il lui parle comme un Ashkenaz qui a su lui parler, être plus fort que lui au niveau du langage. Si lui l'agressait, lui l'agressait encore plus. Voilà. Herzl a menacé même, il menaçait Rothschild d'élever les masses contre lui, d'éveiller l'antisémitisme contre lui. En fait, il le forçait de bon gré, de gré ou de force, de bon gré ou de mauvais gré, il voulait à tout prix. Il était obligé en fait de passer par Rothschild. Et finalement, c'était Rothschild qui était l'incarnation de l'antisémite, le juif, du cliché antisémite parfait, qui a été la clé chez Herzl. C'est grâce à lui qu'il a pu finalement mettre son projet en pratique. Sans lui, son projet abondant aurait pu tomber à l'eau. Alors, phénomène très intéressant, comment celui qui, durant toute sa vie, l'ennemi juré, c'était les Rothschild. Il disait, la misère nationale juive provient des Rothschild. Et il disait, je ne les aime pas, ce sont des marchands d'argent. Donc, finalement, tout va l'emmener vers eux. Et finalement, Herzl, qui lui aussi devient un homme de pouvoir politique, psychologiquement, parce qu'il comprend comment on peut dominer, il s'élève au-dessus de la masse, il rentre dans une force de pouvoir, de domination, grâce à la force antisémite. Et bien, une fois qu'il devient un homme de pouvoir, il est obligé, lui aussi, de se rallier avec tous les gens de pouvoir. Il accède au monde du pouvoir, et ainsi que les Rothschild. Ça montre quelque chose de très intéressant, comment l'antisémitisme peut être en fait le plus grand sémitisme. Quand quelqu'un haït, soi-disant, il haït les juifs parce qu'il haït le pouvoir des juifs, en fait c'est parce que tellement il désire le pouvoir qu'eux ils ont. Et Herzl, c'est ça, Herzl, soi-disant, on a l'impression qu'il haïssait le pouvoir, mais il haïssait le pouvoir de Rothschild parce que ça lui causait à lui de perdre du pouvoir au sein du monde, du niveau de lequel il était, c'est-à-dire la société occidentale qui pour lui le pouvoir c'était le goy occidental, c'était s'intégrer à lui. Une fois que Herzl arrive totalement à rentrer, à abandonner la judaïté, parce que c'est une identité psychologique faible et malade, souffrante à vie, Herzl abandonne cette posture et cette identité faible qui est en lui pour être du côté du fort. Une fois qu'il devient le vrai goy, fort, avec la puissance antisémite, qu'il a abandonné la juiverie, la judaïté victimaire qui est en lui, Herzl accède au monde du pouvoir et finalement, qu'il le veuille ou non, il va se rallier
Et il va passer par tous les gens de pouvoir et même se faire ami et même faire collaboration avec Rothschild pour aboutir à son projet sioniste. Il y a une question très importante se pose, mais en quoi l'accomplissement d'un projet sioniste d'une terre d'Israël a d'antisémite? Il n'y a rien d'antisémite en fait. Au contraire, c'est bien. Si les Juifs seront toujours victimes d'antisémitisme, donc mieux vaut pour eux d'avoir une terre où ils seront seuls, où ils ne seront pas mélangés avec les non-juifs. Il y a un texte dans la Torah fondamental, on ne va pas rentrer toute l'histoire là-dedans. Si vous étudiez Bereshit, il y a un secret qui se trame là-bas dans l'histoire du serpent. Le serpent enseigne avec l'histoire de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, le serpent, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, le serpent enseigne à la femme qu'est-ce que c'est la perversion. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est le mélange. La connaissance du bien et du mal, en fait, c'est le mélange du mal avec le bien et du bien avec le mal. Jusqu'à présent, le mal c'était le mal, le bien c'était le bien. Le serpent enseigne à la femme, et le fruit, la transgression du fruit, est l'accomplissement de ça. Ça veut dire que le serpent enseigne, eux ils sont naïfs, ils pensent que Dieu il leur interdit parce qu'ils vont mourir. Le serpent enseigne à la femme, pas du tout. Dieu a une perversion, Dieu est pervers, c'est-à-dire il mélange le bien et le mal. Il te fait croire, de l'apparence c'est pour ton bien, mais par derrière il y a un mal. C'est quoi le mal? C'est qu'en fait il veut garder une puissance. Il veut être un Elohim. Et là en fait le serpent enseigne. Alors le serpent est lui aussi pervers. Ce qu'on appelle dans la Torah, il est rusé. Ok? Son but c'est de faire fauter la femme, de faire qu'elle mange le fruit. L'idée que le serpent véhicule, c'est que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. L'idée est là, c'est qu'on accède au rang de Dieu, c'est-à-dire Dieu, c'est pas forcément le Dieu de tout le Dieu des dieux, mais toute la chaîne des dieux, toute la chaîne des gens qui rentrent dans la divinité, dans le pouvoir. Là, Elohim, c'est le pouvoir. Les juges s'appellent des dieux, les princes s'appellent des dieux, les gens s'appellent des dieux, parce que tout ça, ce sont des gens, ce sont des âmes qui accèdent, qui ont le pouvoir. En réalité, le serpent révèle à la femme que l'accession au pouvoir se fait par le saisissement, par le mélange de deux idées, de bien et du mal. Et quand on mélange le bien et le mal, là on accède à la perversion. Et cette perversion, cette ruse pervers de l'homme, c'est ce qui le met au-dessus de gens plus naïfs que lui. Exactement ça. Herzl, lorsqu'il comprend ce que c'est la puissance antisémite, qui en fait simplement c'est une puissance du mal, ok, et cette puissance du mal peut être force de domination, être force de pouvoir. Et Herzl il accède au rang de Dieu. Herzl devient Elohim. Herzl, comme le serpent a dit à Chava, Herzl il devient un Dieu, il devient un homme de pouvoir parce qu'en fait il saisit comment en fait on peut mélanger le bien et le mal. Le mal, c'est la force antisémite, c'est une force de pouvoir. Elle n'a d'autre but que de faire du mal, elle n'est pas du bien. Mais si on la mélange au bien, ça veut dire que si on va l'utiliser, on va en faire une apparence bien, c'est-à-dire on va être le messie du peuple, on va être le messie du peuple juif, on va lui apporter rédemption en lui apportant une terre. Ok, Herzl il accède au rang de Dieu. C'est-à-dire que jamais en fait, tout celui qui accède au pouvoir, il ne fait jamais que du bien ou que du mal. C'est justement, tout est mélangé. Le roi, n'importe quel roi, il est aimé et il est vénéré, craint et aimé. Pourquoi il est craint? Il est craint parce que d'abord et avant tout, le roi, il est d'abord agressif vis-à-vis de son peuple. Il peut d'abord les tuer. Il a droit de vie et de mort sur eux. Mais en même temps, il est aimé parce qu'il y a un mélange de bien et de mal. Toujours, c'est le mélange du bien avec le mal qui fait que la personne accède au pouvoir. Et Herzl, il a l'accession au pouvoir mental, au pouvoir spirituel, au pouvoir des dieux, lui est ouverte grâce au fait qu'il a saisi une idée perverse, c'est-à-dire du mélange du bien et du mal, de l'idée de comment le mal, comment l'antisémitisme, mélangé au bien, à la solution de la question juive, lui faisait lui accéder à un pouvoir divin, un pouvoir royal. Et pour ce faire, il en conclut que la seule solution, le seul bien en fait qu'on peut faire, c'est en le mélangeant au mal, c'est en le considérant avec l'antisémitisme. Le seul bien qu'on peut faire aux Juifs, c'est non pas de les laisser en Europe, parce qu'en Europe, ils vont sont voués à l'échec à l'antisémitisme éternel, mais c'est en les mettant dans une terre. Mais en fait, Herzl, quel intérêt il a à ça? Il a plus d'intérêt en fait. Lui, ça lui sert à rien.
c'est-à-dire, du point de vue de la judaïté, du point de vue du juif, ça y est, c'est foutu. Le juif, il est foutu. Parce que Herzl conclut. Mais quand il pense qu'il est foutu, il saisit une force puissante, qui est l'antisémitisme. Alors, mélanger l'antisémitisme avec le sémitisme, si on peut dire, ça donne un dieu. Ça donne une accession au pouvoir royal, au pouvoir politique, celui d'être capable d'être un leader, d'être un penseur politique, d'être un chef politique pour la masse. Donc en fait, Herzl, dans son accomplissement du projet sioniste, il accède aux hommes de pouvoir non juifs. Ok, Herzl, il est devenu, si on peut dire, un collaborateur de n'importe quel Bismarck, et phénomène très intéressant pour bien comprendre ce que je dis là. Ce sont les enfants d'Herzl, pas les enfants d'Herzl, les enfants physiques, mais ce sont les enfants au niveau de l'esprit. C'est-à-dire les prochains sionistes qui ont compris le message de Herzl, la révolution qu'Herzl a opérée au sein de la question de la relation de la conscience juive antisémite, lorsque va arriver Hitler au pouvoir, ils ne vont pas se ranger du côté de la masse juive, parce que la masse juive elle est faible et victime, et vouée à l'échec. Mais ils vont se ranger du côté du fort, qui est Hitler, et qui Hitler est le pur antisémite, à l'extrême. Hitler, il était en danger face à la masse juive. Parce que quand Hitler est monté, on a bien compris ce qu'il était, ce personnage. Or, toute la grande communauté juive ashkénaze s'est mobilisée pour l'empêcher, pour lui faire un boycott contre l'économie. Alors l'économie était faible, parce que à cause de la crise qu'il y a eu auparavant. Donc Hitler promettait justement le redressement de l'Allemagne. Or, c'était justement... Hitler voyait dans la finance juive mondiale, qui croyait être la cause même de la Première Guerre mondiale et de la crise qu'ils ont subie. Donc Hitler identifiait, donnait tellement de puissance aux Juifs, à la finance juive, qui croyait être le coupable de la chute, la défaite économique et de la perte de la guerre, Première Guerre mondiale de l'Allemagne. Okay, c'est pour ça qu'il en a fait l'ennemi le plus total et qu'il fallait jusqu'à ça. Vous dire, ses propres ennemis là, ils se mobilisent lorsque Hitler monte au pouvoir, il se mobilise pour l'empêcher. Il veut faire un boycott général, et il y a même des pays, Goy, l'Inde et d'autres pays voisins, qui sont contre le régime de Hitler et personne ne veut plus acheter. Alors, l'Allemagne ne vivait essentiellement beaucoup par l'exportation. La qualité Made in Germany, c'était depuis l'époque réputé pour sa qualité, l'Allemagne, pour sa qualité de ses produits. Donc c'était l'exportation de ces matières qui faisait sa réussite économique. Alors si l'Allemagne ne pouvait plus exporter, puisque la grande majorité du monde, et la finance juive telle que prêtée comme pouvoir Hitler à la finance juive, au monde juif qui était dans l'argent, Herzl, a priori, il était mort. Hitler, il était mort. C'est-à-dire que ça veut dire que le Troisième Reich n'aurait pas pu... Hitler n'aurait pas pu se renforcer économiquement. Ça se trouve, il aurait même perdu sa bataille politique. Son régime il serait écroulé. Hitler va appeler la communauté juive d'Allemagne, les présidents de la communauté, pour leur dire il faut stopper ça. Eux, ils leur disent mais quel rapport, ce boycott a commencé aux États-Unis. Nous, on ne les connaît pas, ces gens. Les sionistes, qui étaient minoritaires, donc je dis les enfants d'Herzl au niveau psychique, au niveau de l'esprit, ils vont dire à Hitler non, on peut faire quelque chose pour toi. Et en fait, ce sont les sionistes qui vont tout faire pour saboter le boycott que la communauté juive internationale voulait faire contre Hitler. Et au final, le boycott n'aura plus lieu, ne va pas réussir. Et les sionistes vont, en contrepartie, faire un accord avec Hitler qu'ils vont l'aider à construire la Palestine, à construire l'État d'Israël, et il y aura un commerce, un marché qui va se faire entre les deux. L'exportation d'Allemagne va se faire vers Israël, et aussi d'Israël ces oranges de Jaffa, tous les légumes qu'ils avaient, etc., les fruits, ils vont aussi aller vers l'Allemagne. Donc il y avait un accord économique qui, en échange de quelque chose de concret, de l'immigration vers la Palestine, mais tout ça parce que les sionistes se sont assurés et ont promis à Hitler qu'on va empêcher toute résistance, tout boycott à toi, à ton régime. Et donc, du coup, il faut savoir que pendant les 10 premières années, ou les 7 premières années que Hitler est monté au pouvoir, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a fait qu'il a pu se fortifier pendant tout le début, les 10 premières années, c'est grâce aux sionistes.
Donc, les sionistes, ce sont des gens qui ne se pensent plus dans le peuple, qui se pensent dans les gens, dans les gens de pouvoir. Et puisque l'antisémitisme est un pouvoir, et c'est la force du mal même par lequel Herzl a accédé au pouvoir, et bien eux aussi, ils pensent dans l'antisémitisme. Ils pensent que l'antisémitisme est quelque chose de bon, ça veut dire bon ou pas, ils se rangent des côtés des antisémites parce que tout simplement, c'est eux qui ont le pouvoir. Voilà. La classe sioniste, l'élite sioniste qui en fait émerge et se clive de l'intérieur de la masse, sont des gens qui simplement sont sortis de la conscience juive communautaire. Ils se pensent être des partisans des hommes de pouvoir du monde. Et on peut dire finalement, Israël, c'est quoi? C'est un pays pour la communauté, pour la masse juive, pauvre et faible et moyenne, qui est toujours victime de l'antisémitisme, éternellement. Et il y a quelques juifs qui, par leur intelligence, leur clairvoyance, ils ont saisi ce que c'est la puissance politique de l'antisémitisme, et ils se sont fait amis avec les antisémites, ils se sont rangés de leur côté, et en retour à ça, ils se sont retournés en dominateurs contre la masse juive. Et voilà, et pour le coup, ce serait possible, si on en croit la puissance que Hitler donnait à la finance juive, et si le boycott avait réussi réellement à se passer, et que Hitler n'avait pas aidé à se monter économiquement grâce à l'aide des sionistes, c'est possible que Hitler aurait chuté et que la Shoah n'aurait pas eu lieu. Indirectement, on peut même c'est très possible que les sionistes, indirectement, sont responsables, ont sacrifié leur propre peuple, sont responsables indirectement des millions de morts juifs qui ont été faits. Mais ça, voilà, vous voyez, ça, c'est typiquement le pouvoir. Tout homme de pouvoir, celui qui accède au pouvoir, il doit être d'abord agressif vis-à-vis de son propre peuple. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut toujours utiliser la force du mal, le mal pour le mal, et la mélanger au bien. C'est le mélange du bien avec le mal. Il y a le bien, c'est Eretz Israël, c'est le projet sioniste pour le bien des Juifs, mais ce bien est mélangé à un mal qui est l'antisémitisme radical, non pas en tant que rationalité, mais en tant que puissance agressive de mal qui permet la puissance, qui permet d'accéder à un pouvoir, à la puissance propre à pouvoir de tous les hommes de pouvoir de son. Donc on peut dire que l'élite sioniste, en fait, c'est la puissance politique juive qui s'est créée dans la communauté. En fait, c'est la conscience des antisémites. C'est la conscience. C'est comme si que c'était tout Hitler lui-même, en fait, qui a créé Israël. C'est comme si que c'est tous les hommes politiques qui ont en eux cette agressivité potentielle qui est l'antisémitisme. Et bien les juifs se sont mis de leur côté, ils se rangent parmi eux, et comme ils sont juifs, alors ils vont faire un projet antisémite qui va être un projet qui est à la fois antisémite et à la fois sémite. C'est un projet antisémite parce qu'en fait on va virer les juifs, on va enfin faire ce que les antisémites ont toujours voulu, c'est qu'on se libère d'eux, et à la fois c'est sémite parce que ça apporte du bien aux juifs que maintenant ils pourront ne plus être victimes d'antisémitisme. Donc c'est exactement la connaissance du bien et du mal, c'est le mélange de la force du bien avec la force du mal qui fait accéder aux gens au rang de Dieu, ce que le serpent a révélé à la fin.